Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler des microservices. Alors ça sera un tour d'horizon très léger pour vous donner un vernis sur un sujet qui est très à la mode en ce moment. Avant de continuer, je remercie évidemment Amazon et Netflix qui, avec leur présentation publique, sont complètement à l'origine de cette présentation. Voilà, ça c'est dit. Historiquement, une application, c'est un gros monolithe. Alors c'est vrai que quand on voit l'image, eh bien, on n'a pas l'impression qu'une application historique, c'est quelque chose de léger, facile à manier. Ça fait plutôt assez lourd et assez compliqué à manier. Les challenges d'une application monolithe, c'est quoi? Le premier élément, c'est cette difficulté à scaler, donc à monter en charge. Tout simplement parce que quand on a un élément de l'architecture qui souffre, on est obligé, on a un gros plat de nouilles, et donc on est obligé de multiplier la totalité du gros plat de nouilles. Donc, l'architecture est difficile à maintenir et à faire évoluer, un premier carton rouge avec un manque d'agilité. Deuxième point, on a des longs cycles de build, test et release. On a plein de développeurs qui travaillent sur l'application, d'où la fameuse question qui a foutu en l'air le build. En gros, un développeur a généré une erreur qui empêche l'application d'être compilée, d'être testée et d'être releasée. Les nouvelles releases mettent des mois à arriver, parce que c'est compliqué. Quand on fait une nouvelle fonctionnalité, il faut des mois pour tester son impact sur tout le code de l'application, sur tout ce gros plat de nouilles. Donc manque d'innovation, deuxième point rouge. La gestion en production est parfois un cauchemar. Alors c'est vrai que, quand on a une erreur, il faut repérer où est l'erreur. On a des tonnes de modules. L'erreur sur le module X, une fois qu'on l'a repérée, faut trouver quelqu'un qui est capable de la corriger. Alors c'est vrai qu'on a une application qui fait des milliers de lignes de code, c'est compliqué de trouver la personne qui est responsable de ce module ou quelqu'un qui est compétent sur l'élément. Donc difficile de corriger un problème en production. Déjà le repérer c'est compliqué, le corriger c'est compliqué. Les utilisateurs sont forcément non satisfaits lorsque ce type de problème arrive. Parce que leur seule volonté aux utilisateurs, c'est d'avoir quelque chose qui marche et qui fonctionne parfaitement. Le cycle de vie d'une application monolithique, c'est un cycle en V généralement. Donc on a eu des tonnes de développeurs qui ont participé à l'écriture de spécifications, au développement avec des builds, des tests, et à la fin, on arrive après plusieurs mois à une grosse application monolithique. Parfois même, après plusieurs mois, on arrive à quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'ont demandé tout simplement les utilisateurs. Ça, c'est un des travers qu'on a tous connus dans notre historique. Une application monolithique, elle induit aussi trop de couplage. Alors, ça veut dire que une application de type monolithe, ça ressemble pas mal à un train. Alors, vous voyez que le train, si j'ai pas la locomotive plus tous les wagons, donc tout l'ensemble, ça n'a pas tellement de valeur. Si je prends un wagon tout seul et que je mets 20 personnes dedans, il bougera pas, donc ça me donne rien. Si je prends que la locomotive, c'est super, je me déplace, mais par contre j'ai une place pour le conducteur et une place pour un voyageur. Donc ça c'est pas terrible. Donc on voit bien que l'application monolithique, tout doit être lié et tout fonctionne ensemble et que les petits bouts pris indépendamment ont zéro valeur. Le souci, c'est lors du développement, on a eu du code pour trouver un petit peu dans tous les modules. Et donc ce code, plutôt que de le réécrire dans chaque module, on l'a sorti, on l'a mis sous forme de bibliothèque. Donc il est partagé. Donc en modifiant et en induisant une erreur sur un code partagé, on peut entraîner des erreurs dans tous les modules de l'application. De la même façon, on voit qu'on a un seul référentiel de données, généralement. Sur une grosse application existante, on peut avoir une base de données classiquement relationnelle. Si on fait une modification sur une table ou sur un champ d'une table, on peut induire des erreurs sur tous les modules de l'application. Donc on voit bien que cette notion de couplage entre les bibliothèques, les données partagées et tout ce plat de nouilles, ça fait que ça induit une gestion qui est assez compliquée et c'est tout ce qu'on veut éviter. Le changement, c'est quoi? Les microservices, c'est on arrête de faire une grosse application de type monolithe et on fait plein de petites applications ou de petits modules microservices indépendants les uns des autres, mais qui fonctionnent de concert. Si on regarde la définition sur Wikipédia, les microservices sont un style d'architecture logicielle à partir duquel un ensemble d'applications est décomposé en plusieurs processus indépendants et faiblement couplés, souvent spécialisés dans une seule tâche.
Les processus indépendants communiquent les uns avec les autres en utilisant des API, souvent des API de type REST. Donc, si on regarde un petit peu une définition d'Adrian Cockcroft, qui était un architecte de Netflix. Alors, Amazon et Netflix sont deux entreprises qui ont fait une énorme promotion et utilisation des microservices. On voit tout d'abord un côté SOA, Service Orienté d'Architecture. Ça veut dire que les microservices communiquent les uns avec les autres, non pas directement, mais à travers le réseau. Donc ça, c'est le premier point. Ils sont faiblement couplés. Donc si je modifie un service, un microservice, eh bien, je ne suis absolument pas obligé de changer les autres services. Et enfin, ils ont ce qu'on appelle des bounded context. Alors ça, c'est une notion à traduire un peu compliquée, mais l'idée, c'est quoi? C'est le service est fonctionnellement indépendant. Par exemple, la facturation, la commande. D'accord? Et du coup, on peut le modifier sans rien connaître absolument des autres services. En gros, l'idée qui est promue derrière les microservices, c'était des idées de base de la conception au niveau d'Unix. Do one thing and do it well. Donc, ne fais qu'une chose et la fait bien. Donc, essaye pas de faire un couteau suisse. Prends plutôt un outil qui fait bien, son travail. Et donc, crée un service qui fait bien son travail. Il fera bien la facturation, il fera bien la commande, il fera bien la gestion des utilisateurs, etc., etc. L'anatomie d'un microservice, un microservice, ça ressemble un peu à une application en termes standard, mais c'est beaucoup plus limité en termes fonctionnels. Simplement, le stockage des données, on va choisir la meilleure technologie de stockage des données pour le microservice. Donc finalement, une application, elle peut avoir 500 microservices et je vais avoir ou 100 microservices ou 50. D'accord ? On n'est pas obligé d'en avoir des milliers. Mais simplement, je choisis le meilleur système de stockage de données pour chaque microservice. Ça peut être une base de données relationnelle pour l'un, mais ça peut être une base de données NoSQL pour un autre, ça peut être une grille de données en mémoire pour un autre, etc. De la même façon, la logique applicative, donc le service, la logique applicative du service en lui-même, elle va être polyglotte. C'est-à-dire que pour un service, je peux faire du Java, pour un autre, je peux faire du Node.js, pour un autre, je peux faire du C#. Je vais prendre le langage le plus adapté pour réaliser mon service. Et tout ça va donner un microservice généralement accessible via des API REST. C'est ce que vous voyez ici sur l'écran, des API publiques REST, PostGet, donc pour lire et pour écrire. Okay. L'écosystème des microservices, c'est donc un ensemble de services faisant bien une tâche. Donc si je prends cet exemple que vous avez à l'écran, vous avez un microservice pour les commandes, un microservice pour les paiements, un microservice pour la gestion des tables du restaurant, etc., etc. Donc, chaque microservice fait bien son travail. Les microservices travaillent les uns avec les autres en appelant des services REST et souvent de manière totalement asynchrone, c'est-à-dire non synchrone, de façon à éviter que si un service ne fonctionne pas, si un microservice ne fonctionne pas, tous les autres microservices continuent à fonctionner. Si je prends l'exemple sur le site d'Amazon, vous voyez que, alors ça c'est un document donné par Amazon eux-mêmes, vous voyez que chaque cadre de couleurs différent correspond sur le site de Amazon à un microservice différent. Et donc, ces microservices sont utilisés au sein d'une même interface, d'accord? Et c'est comme ça que Amazon fait évoluer, Amazon.fr de manière très, très, très rapide. Alors, pour terminer, les microservices n'ont-ils que des avantages? Bien évidemment non. Alors, j'ai trouvé un proverbe sympa sur le web, mieux vaut un diamant avec une faille qu'un caillou sans. Ok, Confucius. Alors, il existe bien sûr des inconvénients. On va en citer que deux parce que l'idée, c'était pas de dire que les microservices, c'est tellement génial qu'il n'y a aucun inconvénient. Donc, on a deux inconvénients qu'on va citer parmi les plus classiques. Il y en a plein d'autres. Mais notamment, tester une application microservice, c'est plus complexe. Oui, vous avez plein d'éléments qui interagissent les uns avec les autres de manière asynchrone. Et deux, le coût pour monitorer une application microservice est plus élevé qu'une application monolithique. Oui, vous avez plein d'éléments séparés, distribués sur plein de serveurs différents. Donc tout ça, ça fait que le monitoring est plus compliqué. Alors bien évidemment, aujourd'hui, on a des produits qui permettent de répondre
soit sur la partie testing, soit sur la partie monitoring, et d'avoir un niveau de qualité de testing ou de monitoring qui est largement satisfaisant. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette petite présentation vous a donné un petit vernis sur les microservices, sujet très à la mode.